Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est le directeur de la campagne de La République En Marche pour les Européennes, Stéphane Séjourné, pour évoquer bien sûr la campagne en elle-même et plus largement le climat social et politique. Bonsoir Stéphane Séjourné. Bonsoir. Quand on annonce le directeur de campagne pour La République En Marche aux Européennes, eh bien on s'attend à voir Emmanuel Macron. C'est bien lui le chef et vrai directeur de campagne. Non, c'est pas le chef de campagne. C'est par contre avec intérêt qui suit la campagne et puis c'est avec intérêt qui regardera le score de notre liste parce que c'est aussi la voix de la France, il l'a expliqué tout à l'heure d'ailleurs. Il ne fait pas que la suivre, il s'implique dans la campagne des Européennes. Franchement, on commande cette implication, mais ce n'est pas une surprise. Il a toujours été impliqué et présent, vous le confirmez le président? Oui, il a été impliqué, présent, même sur les sujets européens, il l'a toujours été. Et puis il faut revoir aussi le début de campagne, puisqu'on a poussé cette tribune européenne qu'il avait publiée dans toute la presse nationale européenne. C'était déjà une première implication. Encore une fois, il fait ça parce que c'est la voix de la France et puis c'est l'image de la France dans le monde et en Europe de ne pas avoir le Front National en tête de cette justement, élection. Votre principal adversaire, c'est la question que j'allais vous poser dans cette campagne, est identifié. Emmanuel Macron a dénoncé et visé nommément le Rassemblement national. Est-ce que vous n'installez pas de fait, Stéphane Séjourné, un face-à-face qui peut être dangereux? Attention. Il existe de fait, en réalité. Il existe de fait. Dans les il suffit sondages, de regarder les intentions de vote et malheureusement, il existe. Après, évidemment, il y a un combat à mener sur ce volet-là. On voit partout d'ailleurs dans le monde la recomposition politique se faire entre un bloc qui est tenté par les démocraties illibérales. Ce mot, illibéral. Démocratie illibérale, c'est-à-dire la remise en cause du droit de la presse. Vous croyez vraiment que ça marche encore en résumé, c'est nous le chaos, le progrès c'est nous, les autres, oh là là, attention, si vous allez dans ce camp-là, c'est le camp du mal. Vous croyez que ça marche ça? Non, moi je considère pas qu'on écrase, si c'est votre question, toutes les sensibilités pro-européennes. D'ailleurs, sur notre liste, c'est un grand rassemblement. Il y a des écologistes, il y a des gens un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il y a de l'hétérogénéité, ça c'est sûr. Exactement. Et en même temps, je pense qu'il y a un combat à mener aussi sur les valeurs démocratiques en Europe. Et c'est aussi ce combat-là qu'on souhaite mener. Mais les auditeurs, peut-être qui nous écoutent ce soir, se demandent en quoi vous auriez le monopole des bonnes valeurs, si je puis dire. Pourquoi ce serait vous le camp? Je mets évidemment entre guillemets le camp du bien. Pourquoi? Je prends un exemple d'ailleurs pour les listes en France, François-Xavier Bellamy. Eh bien, pour certains, c'est le retour de la droite et des valeurs. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, pour l'instant, on est les seuls à pouvoir éventuellement concurrencer cette liste du Front National. Et encore une fois, sur les pro-européens, moi, je constate juste que si le jour d'après, le jour où on ne pourra plus faire au Parlement européen une majorité sans les nationalistes, il n'y aura plus d'Europe et il n'y aura plus de construction européenne. Donc, vous voyez, vous n'arrivez pas à ne pas parler du clivage, progressiste, nationaliste, etc. Forcément, il y a un clivage pour vous, il y a deux camps. Oui, il y a évidemment deux camps, mais encore une fois, vous le voyez partout. La recomposition politique est un peu à l'œuvre et ça nous pousse aussi à élargir le camp des gens qui souhaitent le progrès social et qui souhaitent construire un avenir aussi en Europe. Le projet qu'on a présenté avec la liste Renaissance, justement... Vous savez, depuis le début de cette interview, vous n'avez pas évoqué encore le nom de votre tête de liste, assez étonnant. Et pourtant, on a besoin de soutien. Le soutien, alors on a de la part du président de la République. On reconnaît, et ses opposants reconnaissent Nathalie Loiseau, sa connaissance des dossiers, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'elle a accumulé un nombre de maladresses assez incroyable depuis le début de cette campagne? Je pense qu'on est très injuste, mais en même temps c'est normal. Vous aussi alors? Non, on est très injuste, je parle en générique, on est très injuste et c'est normal puisque c'est la liste qui est en tête, donc qui aussi catalyse le plus de critiques et de polémiques. Je pense qu'on a choisi Nathalie Loiseau et on continue à pousser cette candidature et à croire aussi en elle, puisque derrière c'est elle qui assumera les responsabilités au Parlement européen. Oui, justement. Parce que il y a notre capacité à peser dans les institutions. Pour sa connaissance des dossiers, mais est-ce que vous reconnaissez des responsabilités sur le sens politique, Stéphane Séjourné, quand on emploie, c'était un exemple évidemment, mais le mot blitzkrieg avant le 8 mai, il y a d'autres exemples qui peuvent me venir en tête, c'est quand même maladroit. Bien sûr, ce n'est pas une faute ni une polémique, mais il y a des maladresses qui s'accumulent. On regarde toujours cette campagne européenne et de fait c'est une campagne nationale maintenant avec des listes nationales et avec des critères en plus qui sont des critères que le monde journalistique et politique veut apprécier à l'aune peut-être même d'une présidentielle. Moi je pense que on est fort sur nos valeurs et nos compétences. Si ce n'est le président de la République qui s'est impliqué. Oui, il s'est impliqué, mais vous voyez bien qu'il s'est impliqué à haut niveau et il s'est impliqué sur les valeurs, sur il y a le haut et le bas encore, un clivage. La perception également en Europe
de la voix de la France et de ce qu'on pourra faire par la suite. Votre projet s'appelle Renaissance. Avec ce slogan, n'attendez pas une meilleure Europe, changez-la. Mais vous êtes au pouvoir depuis 2 ans. S'il devait y avoir une renaissance et un changement, il aurait déjà eu lieu. On l'aurait d'abord, déjà on n'est pas au pouvoir depuis 2 ans en Europe, puisqu'il n'y a aucun parlementaire en La République En Marche. Je parle évidemment en France au Parlement et européen. donc Emmanuel Macron sur la scène européenne. C'est une forme d'entrée aussi, en tout cas dans cette institution qui est le Parlement européen, de nos candidats et nos futurs élus. Et puis, dans la construction de ce projet, on a pris aussi en compte toutes les critiques, les vraies, les perceptions, les vraies critiques qui ont été faites à l'Union européenne. C'est pour ça que d'ailleurs, quelques propositions sont sur la conditionnalité des fonds européens quand on ne respecte pas l'état de droit. Par exemple, la conditionnalité des fonds européens, quand on utilise ces fonds européens, notamment pour faire du dumping social et fiscal en Europe. Préciser un petit peu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas respect ou s'il y a des entailles dans le respect des droits humains, tout simplement, il n'y aura pas accès aux fonds européens pour certains pays. Exactement, bon, c'est une promesse pour le moment. C'est une promesse, mais en tout cas, si on est plusieurs groupes et parlementaires à la portée au Parlement européen, c'est quelque chose qui normalement devrait être réalisable si on veut une concorde européenne. Dans votre projet, harmonisation sociale, fiscale et du vert partout. On a parfois l'impression que c'est un concours à qui sera le plus écolo. Non, parce que le verdissement tel que vous le décriez n'est pas une thématique aujourd'hui de campagne. Moi, je suis de ceux qui pensent que la thématique écologique aujourd'hui n'est plus quelque chose qui doit être capturé par un parti politique. C'est une vraie transition. D'ailleurs, il y a une évolution dans les consciences, dans l'opinion publique de cette thématique. 1000 milliards. C'est un chiffre qui claque, qui frappe d'ici 2024. Bon, c'est très bien pour la transition écologique et solidaire et on encourage cela. Mais enfin, vous les sortez d'où? Comment ça se passe? 1000 milliards, c'est le chiffre qui est donné par la Commission européenne elle-même et qui nous dit qu'il manque aujourd'hui 1000 milliards d'investissements si on veut arriver à nos objectifs. Nos objectifs, c'est quoi? C'est décarboner l'économie à 2050, c'est réduire les pesticides à 2025, les 50% de pesticides. Attendons déjà de voir dans l'année ce qui va se passer, mais c'est bien, des grandes ambitions. C'est des ambitions importantes, mais je vous dis ça parce que si on ne veut pas se retrouver comme en ce moment, avec les annonces d'il y a 15 ans, personne n'a bougé. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut construire dans la durée. Et si on ne se fixe pas des ambitions justement à long terme et à moyen terme, on y arrivera. Les grandes ambitions, c'est toujours bienvenu, mais franchement, un tel niveau d'ambition écologique, sans rien changer, ou même vouloir changer au modèle mondialiste, disent certains, à quoi ça sert? C'est ce que vous disiez, Nicolas Hulot, si vous ne changez pas de modèle, ça ne sert à rien, les grandes ambitions. On change de modèle. Ah bon? On change de modèle. D'ailleurs, la priorité écolo... Vous changez de modèle économique. La priorité écolo de ce programme est un changement de modèle en réalité. Et il est transversal dans tous les domaines. Il va falloir notamment trouver une accélération de la transition sur le volet industriel, par exemple. Et donc, ça veut dire une formation supplémentaire donnée aux gens qui vont perdre leurs emplois du fait du coup de la transformation du modèle et y compris une accélération dans le modèle de transition écologique de manière générale. Donc c'est un changement de modèle économique. On le verra à l'épreuve des faits. Stéphane Séjourné, je vous remercie. Je sais que vous allez rester pour les auditeurs. Oui, juste une question parce que je sais que vous êtes rare dans les médias. Est-ce qu'on vous a demandé de venir aussi pour soutenir Nathalie Loiseau peut-être? Non, on vous a invité, mais peut-être que vous acceptez. Sur cette liste et évidemment c'est à la fois mon rôle et évidemment on la soutient et ça il y en a. Et elle en a besoin. Aucun doute sur le fait qu'on la portera en tout cas et on soutiendra cette liste et notre tête de liste jusqu'à la fin. Elle le mérite et le combat mérite d'être mené. À nos auditeurs, merci à vous. Merci Sonia et merci Stéphane Séjourné de rester jusqu'à 20h. Justement, nos auditeurs, leurs questions, leurs préoccupations à quelques jours, à moins de 3 semaines désormais de ce scrutin majeur, les élections européennes le 26 mai. Il est 19h19.